On va maintenant se projeter vers l'avenir. Le rapport Ensemble refaire ville, qui donne donc, je le disais, le titre à cette plénière, qui a été remis en février 2025 au gouvernement par ses auteurs Jean-Martin Delorme, Anne-Claire Mialot et vous, Cédric Van Stevendel, fait le constat d'une persistance d'une ségrégation territoriale et sociale à l'égard des habitants des quartiers fragilisés et appelle à poursuivre une politique nationale de renouvellement urbain sur des territoires élargis en ajustant les modalités d'intervention de l'ANRU autour d'objets prioritaires révisés. Dans un contexte de disette budgétaire où tous les opérateurs, ça a été un peu rappelé ce matin, sont sous tension, quelles doivent être les orientations de cette ANRU 3 que nombre d'acteurs appellent de leur vœu? On en parle donc tout de suite avec vous. À cette occasion, j'excuse l'absence d'Alexandre Cassaro qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et de dernière minute, ne peut pas être avec nous. Nous serons donc 3 pour cette séquence, mais je me ferai la voix d'un certain nombre de ces positions pour alimenter cette séquence. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions comme sur la première séquence. L'adresse s'affiche, c'est nef@enru.fr. On en a reçu un certain nombre sur la première séquence qui vont m'être transmises, mais n'hésitez pas à les compléter. On va commencer peut-être avec vous, Cédric Van Stevendel. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de l'état des quartiers sur les quartiers populaires prioritaires, que vous tirez des entretiens et des visites que vous avez réalisées dans le cadre de la réalisation de votre rapport? Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je vais attendre la ministre pour dire 2-3 choses un peu plus punchy, mais on va commencer tout doucement, comme ça, c'est parfait. On est sur les constats. Non, mais ce que pointe le rapport, et on va avoir l'occasion d'y revenir, mais que, globalement, l'ANRU a raison de se préoccuper des quartiers. Pourquoi elle a raison de le faire? Parce que finalement, ces quartiers cumulent 2 risques majeurs auxquels sont confrontés notre pays actuellement, et que l'ANRU est une manière d'y répondre. Ce n'est pas la seule, on va y revenir avec les uns ou avec les autres, mais en tout cas, et ces 2 risques, quels sont-elles? Un, celui de la ségrégation et de la concentration des plus fragiles sur un certain nombre de territoires. Et là-dessus, on se base simplement sur l'étude de Marco Berti. Les quartiers, les villes qui ont des QPV ont 15 fois plus de risques d'avoir des émeutes urbaines. C'est le résultat de l'analyse implacable des chiffres de 2023. Donc il y a un lien systémique entre la concentration et la ségrégation et le risque d'émeute. C'est l'effet coq-minute qu'évoquait l'ami juste à l'instant. Dans le même temps, donc, on a cette forme de prédicabilité. Donc personne ne pourra dire, si ça recommence, qu'on ne savait pas. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est Marco Berti, c'est prouvé, c'est scientifique, c'est organisé. Donc personne ne pourra dire qu'on ne savait pas. Dans le même temps, on voit que ce phénomène, il est amplifié par un autre phénomène, c'est-à-dire que l'INSEE nous dit que depuis 2004, on a une augmentation de la part des habitants les plus modestes de 40% dans les villes et une diminution de la part des plus aisés de 40%. Donc en fait, on a des stratégies résidentielles d'évitement affirmées, assumées, et c'est ce qu'on peut évoquer quand on discute des questions de mixité sociale en se disant c'est bien sympa de dire au quartier de la politique de la ville qu'il faut de la mixité sociale, mais si on ne crée pas une ville qui rend possible cette mixité sociale, on ne va pas y arriver. Et moi, c'est ce qui fait que je soutiens à 200% Nathalie Appéré sur le combat qu'elle mène pour qu'on ait une politique, sinon de loyer unique, en tout cas de remise en gamme des loyers, qui arrête d'assigner à résidence celles et ceux qui ne peuvent pas payer plus de 5 ou 5,50 € du mètre carré en locatif social et qui sont systématiquement fléchés vers les seuls quartiers qui sont encore capables de les accueillir, des quartiers anciens et non réhabilités. Globalement, c'est ça la structuration du prix du locatif social. Donc, premier risque auquel on fait face, la question de la ségrégation. Donc, on parle de cohésion nationale, on parle de capacité à continuer à vivre ensemble sur un territoire. Et le deuxième, alors pour nous, il était moins évident, et ça a été le cumul d'un certain nombre d'études. On a donné à voir, et pareil avec un certain nombre de données chiffrées assez intéressantes sur lesquelles je ne développerai pas, mais ce sont les habitants des quartiers populaires qui sont le plus exposés aux risques climatiques aujourd'hui. Et je ne parle pas d'inondation, enfin, je parle de pollution, je parle de chaleur, je parle de maladies liées au réchauffement climatique. Donc ce sont les habitants des quartiers populaires qui sont le plus confrontés à ces risques-là. Et si vous rajoutez à la question du risque climatique la question de la précarité énergétique, ça fait un combo extrêmement préoccupant. Donc en gros,
l'ANRU, là, dont on passe notre temps à discuter, peut-être, oui, il faudrait, peut-être une mission de préfiguration, de la préfiguration, de la préfiguration, d'un éventuel modèle économique, enfin bref. En fait, on parle juste d'une politique publique qui coûte 1 milliard d'euros à l'État quand il les donne, donc pour l'instant, ça ne lui coûte pas du tout 1 milliard d'euros, qui génère 50 milliards d'investissements sur le territoire, qui est en très très grande partie financé par Action Logement et les bailleurs sociaux et les collectivités locales. Et on continue encore à se poser la question de est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà ce que je veux juste vous dire en introduction sur la lecture qu'on peut avoir de cette question de l'ANRU et de ce que ça nous dit des quartiers. Merci beaucoup. Emmanuel Cos, cette ségrégation sociale et spatiale qui s'accroît, c'est aussi le signe, ça a été rappelé, de la difficulté à construire du logement social dans la période et d'avoir une offre peut-être suffisante pour permettre des mobilités et des logements abordables pour tous, partout. Oui, bonjour à tous et à tous, et ravi d'être là avec vous. La question de la persistance de la ségrégation sociale et spatiale qui se voit dans les QPV, elle se voit à l'échelle du territoire national hors QPV. Je pense qu'il est aussi important de le comprendre. C'est que les stratégies, d'un côté, d'égoïsmes municipaux qui sont à l'œuvre dans beaucoup de territoires, la fabrication d'une ville qui n'est pas une ville pour tous, mais qui est une ville pour celles et ceux qui ont les moyens d'y aller, donc y compris avec essentiellement des programmes d'accession et plutôt très chers, fait, je le dis parce que ça a été analysé notamment en Ile-de-France avec une étude extrêmement intéressante par l'organisme qui suit tout ça à l'échelle régionale sur justement la ségrégation, la maintenance, la permanence de la ségrégation sociale dans un territoire où on a beaucoup agi là-dessus. Donc c'est à l'œuvre à l'échelle territoriale. Et je rajoute même pas après tout le débat métropole, ville moyenne, diagonale du vide qui en rajoute autant aussi. Mais ce qui est certain, c'est que l'ANRU a aujourd'hui 21 ans, la loi SRU en a 25 de mémoire, et nous sommes encore très loin de l'application de cette loi. Alors, que certaines communes ne soient qu'à 19%, 20% sur les 25%, ça on peut le comprendre et il faut du temps. Que des communes soient quasiment au même pourcentage de logements sociaux aujourd'hui qu'en 2001, ça c'est inacceptable. Et ça c'est bien le sujet. Et je vais vous dire, l'État n'a pas été évidemment toujours très clair. Hein. Cette loi a été votée, il y a eu un changement de majorité, il y a eu un débat pendant 10 ans de savoir si on allait l'appliquer. Finalement, cette loi, à chaque fois qu'on est intervenu dessus, ça a été pour la renforcer et l'appliquer encore mieux. Je rappelle quand même que l'an passé, il y avait une volonté du gouvernement de l'époque de détricoter la loi SRU. C'est la dissolution qui nous a permis de mettre fin à ce projet funeste, mais il était quand même bien là, alors que c'est une des grandes lois de la République et qui nous permettrait d'avancer. Et je le redis surtout, qu'est-ce qui justifie à l'échelle territoriale de ne pas faire des logements sociaux ? 70% des Français sont éligibles au logement social en raison de leurs revenus. Si vous enlevez celles et ceux qui sont propriétaires, ça fait quand même plus de 35% des Français, enfin des habitants en France, et pas que des Français. À partir de là, qui peut me dire que c'est un problème d'avoir du logement, y compris très social, pour aller loger l'homme ou la femme qui fait l'accueil dans les écoles maternelles? Parce que c'est ça dont on parle. Et en fait, la réalité, c'est qu'on assigne au QPV et à la politique de l'ANRU, on nous interroge tout le temps sur notre capacité à réussir, à appliquer cette politique publique et la réussir. Et je crois qu'on en a fait la démonstration depuis 20 ans. C'est quand même la seule politique publique où on a dépensé tous les crédits qui étaient prévus et qu'on en voudrait encore plus. On nous demande de prouver qu'on fait de la mixité. On nous demande de prouver qu'on arrête avec les monoblocs de logements très sociaux et tout ça. Pourquoi cette exigence n'est pas portée au même niveau sur l'ensemble des territoires, y compris dans les intercommunalités concernées par des quartiers en politique de la ville, pour respecter la loi SRU? Pourquoi je vous dis ça? Le CIV d'il y a 2 ou 3 ans, je me mélange un peu dans les dates, mais bon, passons, est un CIV qui n'avait insisté que sur la question de réaliser la mixité dans les QPV en nous interdisant de faire certaines choses. Pas le droit de refaire de la reconstitution à l'échelle du quartier. On peut le comprendre, mais il y a des endroits où ça peut être intéressant d'avoir une reconstitution spécifique. Pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. À aucun moment, il est rappelé dans ce CIV,
Obligation pour les communes de respecter leur capacité, enfin le fait de faire leurs obligations triennales en loi SRU. Et pourquoi j'insiste tant là-dessus, c'est que vous savez, tous les 3 ans, il y a un bilan qui est fait des taux de réalisation. La dernière période a été la pire. C'est-à-dire que dans la période la plus récente, on a encore moins produit sur les autres territoires. Donc après, on peut raconter tout ce qu'on veut. On peut m'expliquer qu'il faut que les bailleurs sociaux arrêtent d'avoir des loyers très bas, parce que c'est ça aussi qu'on nous a dit l'année dernière dans un texte de loi qui n'a pas été au bout. Mais la question, c'est dans ce cas-là, où il est le logement abordable qui correspond aux revenus des Français ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous ayons 2,8 millions de ménages en attente de logement social? Nous allons fêter les 3 millions, enfin, c'est pas fêter, hein, mais nous allons enregistrer 3 millions de demandes d'ici la fin de l'année. Une augmentation de 50% de la demande HLM en moins de 10 ans. Donc c'est quand même ça qui est à l'œuvre. Et je le dis parce qu'au final, derrière ces injonctions, mais pas que, cette nécessité, malgré tout, de faire la mixité sociale. Hein. Croyez bien que je suis, moi, très fervente de faire cette mixité sociale et de sortir de ces monoblocs de quartiers avec les mêmes loyers et les mêmes logements qu'on a construits à une époque où ils étaient nécessaires, mais qui demandent à être changés. Mais le problème, c'est qu'on exige dans ces politiques publiques que des QPV. Et ça, c'est absolument inacceptable aujourd'hui. Et en plus, il faudrait que par ailleurs, on fasse la preuve de notre efficacité pour peut-être avoir une suite, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, c'est sûr qu'actuellement, c'est très difficile. C'est aussi difficile parce que les bailleurs sociaux produisent moins que par le passé. Je veux quand même dire qu'avec des collectivités locales, dans le cadre de programmes de rénovation urbaine, on a mis en œuvre des politiques de mixité, en tout cas sur le type de logement, extrêmement intéressantes. Ou d'ailleurs, ce n'est pas juste éradiquer le logement social, c'est faire des différents types de logements sociaux. C'est amener, par exemple, du logement social accompagné, notamment des résidences autonomie pour les seniors, des résidences pour jeunes actifs, des résidences étudiantes. Tout simplement parce que nos quartiers en QPV ne souffrent pas seulement d'avoir que du logement social, enfin en majorité, c'est qu'on n'a que du logement familial. On n'a qu'une seule forme d'habitat. Et ça, aujourd'hui, pour beaucoup de publics, et notamment pour le vieillissement de la population dans ces quartiers, on a besoin d'avancer. Mais on a aussi fait des programmes d'accession sociale à la propriété qui sont super intelligents. On envisage aussi des programmes qui vont muter au fil du temps. Donc on est capable de faire des choses intelligentes. Mais ne mettre la responsabilité de la réalisation de la mixité que sur ces quartiers et à l'échelle du bâtiment pose un problème. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je portais déjà cette idée-là dans les débats sur le nouveau programme de rénovation urbaine quand François Lamy était ministre. Moi, je veux bien faire tout ce qu'on veut sur la mixité à l'échelle bâtimentaire et des loyers, etc. Mais si on ne parle pas de l'accès à l'école, voilà, moi j'ai été à l'école, je suis parisienne, moi j'étais à l'école avec les enfants de l'île aux Chalons. Je peux vous dire ce que c'est que la mixité. Je sais ce que c'est que la mixité sociale quand des enfants d'un habitat bourgeois vont à l'école avec des gamins des îlots insalubres les plus dégueulasses de Paris. Voilà. La question, elle est là. Est-ce qu'on a des lieux où les enfants et les adultes fréquentent et aujourd'hui, ce qui nous tue dans ces quartiers, au-delà de ce qu'a dit Nathalie Appéré sur les questions de sécurité qui sont réelles, c'est le fait que la mixité n'est pas réalisée au niveau scolaire, ni au niveau des peuplements des cités scolaires, ni au niveau des recrutements et des moyens. Et donc, c'est évidemment un débat qui est bien plus large que le nôtre, sauf que je trouve difficile qu'au bout de 20 ans, on continue à nous imposer ces mêmes injonctions comme si on devait faire nos preuves, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt la mise en œuvre de la République qui ne fait pas ses preuves dans ces quartiers, et c'est de cela dont il faut parler. Merci beaucoup. Renaud Epstein, sur cette question de la mixité, on vous sait très critique de l'ANRU et des programmes qui ont été menés justement sur cette question de la mixité. Vous êtes favorable à un ANRU 3, mais avec l'idée que peut-être il faut sortir de cet objectif initial parce que ça ne marche pas. Alors, sur la question de la mixité, bon, après ce que vient de dire Emmanuel Cos, j'ai envie de passer à autre chose, parce que, voilà, on est d'accord, ça me fait plaisir d'ailleurs de voir que les choses évoluent, peut-être pas du côté de l'USH, mais globalement parmi les acteurs de la rénovation urbaine. Et il y a heureusement une capacité d'apprentissage. Mais très, très clairement, bon, pour aller vite,
la mixité sociale, ça fait quand même des décennies que les travaux de sciences sociales nous montrent que c'est un leurre, en tout cas tant qu'on pose la question de la mixité sociale dans l'habitat, qu'il y a des espaces où la mixité sociale est déterminante pour la société, pour les individus, pour les riches, pour les pauvres, c'est l'école. Et ce n'est pas l'école, c'est la classe. Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire une école d'élite dans un quartier où on aura les enfants des bourgeois gentrifiés qui iront dans une filière spécialisée européenne et on laissera les enfants des prolos. L'enjeu de la mixité, c'est l'école, l'école, l'école. Et pour ça, les leviers, ils sont simples. C'est la régulation de l'école privée. Tant qu'on s'interdira de fixer des obligations ou même des incitations sur le recrutement de l'école privée, que ce sera carte blanche pour l'école privée, on peut investir 50, 100, 1000 milliards dans la rénovation urbaine, ça ne changera rien. Voilà, bon ben voilà, on le sait, c'est clair, c'est établi. D'ailleurs, il y a même un ministre récemment on avait fait son cheval de bataille, Papa Ndiaye, il a sauté pour ça. Donc voilà, on connaît les enjeux, Madame la Ministre les connaît mieux que tout le monde. La mixité sociale dans l'habitat, on s'en fout. La mixité sociale à l'école, c'est structurant. Alors maintenant, si vous me dites que j'ai été critique vis-à-vis de l'ANRU, oui, j'ai été très critique vis-à-vis de l'ANRU et je le demeure. J'ai été très critique vis-à-vis de l'ANRU parce que moi, j'ai étudié la mise en place du PNRU. Et donc, à un moment donné, et c'était une politique qui me semblait très discutable du point de vue de ses objectifs, notamment cette focalisation sur la mixité sociale dans l'habitat par la démolition, et il faut bien le dire, une certaine forme de dogmatisme de la démolition dans les premières années. Et j'étais très critique aussi pour les modes d'action, et notamment les mécanismes d'appel à projet qui ont régi le PNRU, qui ont mis en concurrence les villes et qui ont incité toutes les villes à se conformer à une sorte de doxa nationale. Bon, j'étais très critique là-dessus. Maintenant, ça, c'était les années 2000, le temps a passé, le contexte a évolué. Il faut se souvenir aussi que le PNRU, il a été conçu dans un contexte où le problème de l'habitat en France, qu'est-ce que c'était? C'était la vacance dans le parc HLM. Aujourd'hui, le problème auquel on a à faire face, à part quelques villes en déclin, alors le maire de Forbach n'est pas là, mais voilà, il y a encore des villes où il y a des problèmes de vacances. Mais ça renvoie, c'est pas que la question de la rénovation urbaine, c'est la question du déclin urbain. Maintenant, l'enjeu dans l'habitat, en tout cas dans une bonne partie de la France, qu'est-ce que c'est? C'est pas la vacance dans HLM, c'est qu'on manque de HLM. Et on manque de HLM à bas coût, à bas loyer. Et donc, je pense que moi, ce qui me semble intéressant, et je suis désolé de dire du bien de François Lamy et de sa loi, parce que j'aime bien ferrailler avec François Lamy, mais quand même, le NPNRU, issu de la loi Lamy, ça marque des changements. Et je pense qu'une bonne partie des critiques qu'on est un certain nombre à avoir formulées du temps du PNRU ont été entendues sur le nécessaire passage de politiques conçues à l'échelle communale, ce qui était le cas du PNRU pour Alléville, à des politiques intercommunales, sur le fait d'avoir un projet qui ne soit pas que centré sur l'habitat, mais qui prenne en compte d'autres dimensions, sur la participation des habitants. Tout n'est pas... on est loin de... voilà, il y a eu des progrès. Il en reste. Les voies de la progression sont importantes, mais il y a quand même eu vachement de changements qui ont été opérés. Donc moi, j'ai été moins critique sur le NPNRU, parce que, et ça c'est un point de controverse avec certains de mes collègues, sociologues, etc., c'est qu'il y a encore des opérations dans le cadre du NPNRU qui sont franchement des sales opérations. Mal conçues, mal pensées, mal pilotées. Simplement, ce que moi je pense qu'on pouvait imputer à l'ANRU sur le PNRU, parce qu'il y avait un modèle qui laissait peu de marge de manœuvre aux acteurs locaux, c'est beaucoup moins vrai pour le NPNRU qu'aujourd'hui, des élus, des bailleurs sociaux qui ont envie de construire des projets plus globaux, prenant le temps d'associer les habitants, intégrant des enjeux qui ne sont pas que des enjeux de mixité, mais d'autres enjeux, ont les moyens de le faire. Donc oui, moi je suis moins critique de ce point de vue-là, même s'il y a vraiment encore des marges de progrès, mais... Et de ce point de vue-là, je tiens à dire, parce que le contexte actuel est un contexte quand même, et ça a été rappelé, de grands risques face à l'indécision gouvernementale quant au lancement de l'avenir, ce qu'on peut comprendre vu les raisons budgétaires, quand même rappeler ce qui s'est joué aussi en 2014-2017. Il y a eu le lancement d'un nouveau PNRU, mais François Lamy, vous avez lancé un PNRU à un moment où il n'y avait pas d'argent dans les caisses, où il n'y avait pas d'argent même pour finir le premier, un peu la même situation qu'aujourd'hui. Sauf que vous avez posé des jalons, le NPNRU a pu se lancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc, alors tous les maires et certains ont gueulé entre 2014-2018, ouais, il n'y a pas d'argent, on nous bloque, l'ANRU nous demande en permanence des études. Et effectivement, moi je trouve que ce qui a été la force du NPNRU,
c'est qu'il y avait, au moins pendant cette phase de préparation, pas d'argent. Vous ne pouviez pas faire comme en 2005, Borloo qui disait « faut y aller, il faut démolir, il faut aller ». Et donc, vous avez contraint, l'ANRU a contraint les acteurs territoriaux à faire quoi ? Des diagnostics, des projets, des études, ce qui fait que les projets de rénovation urbaine du NPNRU sont quand même de nettement meilleure qualité que ceux du PRU. Et donc, j'ai envie de me dire que la période actuelle, qui est très menaçante, très difficile budgétairement, si le gouvernement pouvait prendre des engagements justement pour lancer un programme, quitte à ce que ce programme ne se mette en place que dans 2-3 ans, mais que ça donne le temps aux acteurs locaux de repenser des nouvelles générations de projets de rénovation urbaine qui tiennent un peu, qui prennent les leçons, qui tirent les leçons du passé et qui se projettent un peu dans l'avenir. Et je pense que c'est vraiment un enjeu clé parce que, de ce point de vue-là, moi je pense il faut le dire clairement, les enjeux auxquels on a à faire face en matière de renouvellement urbain en 2025 sont d'une toute autre nature que ceux auxquels on avait affaire en 90 ou dans les années 2000. Parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement d'avoir des quartiers un peu plus propres. Et l'enjeu, c'est d'avoir dans 20 ans, et on est dans le politique de l'habitat, de l'aménagement, on se joue sur ces horizons temporels-là, d'avoir dans 20 ans des quartiers qui sont vivables. Et ça doit se penser là, maintenant. Les enjeux de demain, je suis désolé, je vais le dire grossièrement, si on veut avoir les mêmes débats qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, on parle de mixité. Ok, parlons de mixité, c'est important, mais alors faisons-le sérieusement, on parle de mixité à l'école et donc de l'école privée, comment on la régule. Mais si on veut se projeter sur les enjeux de ville à horizon 2040, 2050, c'est demain, c'est vos gamins. On arrête de se prendre la tête sur ces questions-là. Il faut construire du logement social dans les quartiers, hors des quartiers, partout. Mais pour une raison, c'est parce qu'il faut que les gens arrivent à se loger décemment. Mais l'enjeu, en tout cas, pour les quartiers dont on parle ici, dans un contexte de crise climatique et de crise de la biodiversité, l'enjeu, c'est pas la mixité. L'enjeu, c'est de faire qu'en 2050, ces quartiers seront, mais pas agréables, ils seront vivables, qu'on pourra survivre aux crises climatiques, aux canicules à répétition. Alors justement. Et donc l'enjeu, c'est de se passer, et je vais m'arrêter là, l'enjeu, c'est de passer de ce qu'a été la logique PNRU1, qui était du passé, faisons table rase, à éviter ce qui est la menace aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de PNRU3 et donc ce soit de l'avenir qu'on fasse table rase. Merci beaucoup. Alors justement, ce NNPNRU, qu'est-ce qu'il doit recouvrir? Cédric Van Stevendel, le rapport fait un certain nombre de préconisations et liste un certain nombre d'objets prioritaires que pourrait avoir ce nouveau programme. Non mais ça, tout le monde l'a lu ici, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Non mais sérieusement, ce qu'il va y avoir dedans un petit peu quand même. Je vais répondre en partie, mais là, si on est là, je veux dire, Renaud Epstein, Emmanuel Cos, Cédric Van Stevendel, moi je suis maire de Villeurbanne, je vous assure qu'avec le narcotrafic, c'est comme Nathalie Appéré, j'ai vraiment autre chose à faire que de passer du temps dans des colloques sur lesquels on se redit depuis 10 à 15 ans à peu près la même chose. Là, ce qu'on vient partager avec vous, c'est qu'en fait, on a besoin de prendre un certain nombre de décisions. Ces décisions, ce n'est pas le couteau sous la gorge qui est posé par rapport au gouvernement. On a abandonné l'idée d'avoir une annonce officielle d'un ANRU 3. On est prêt à se contenter d'une mission de préfiguration de ce qu'elle pourrait être, sur la base des priorités qu'on pointe. Et ces priorités, elles adressent finalement les deux risques que j'ai évoqués en introduction. Nous sommes dans un pays confronté à un risque majeur de ségrégation sociale et donc d'un phénomène de cocotte-minute. Et deux, on laisse toute une partie de la population en QPV seule face au risque climatique. Donc à un moment, c'est quand même pas très compliqué de se dire ce qu'on a devant nous. Et donc ces enjeux, effectivement, mais si je commence à faire un truc techno en disant nous on pense que quand même il faudrait, Mohamed Meshmash est parti, mais oui bien sûr il faut modifier le statut des habitants dans les projets en rue. Oui, moi à titre personnel je suis favorable à ce qu'on appelle la démocratie d'interpellation pour outiller les habitants dans une capacité assez désagréable pour les élus à être force de contre-proposition. Ok, c'est pas facile à gérer, mais je pense que si on veut s'en sortir il faut aller dans cette direction-là. Oui, je pense que l'ANRU doit évoluer sur la question de l'autonomie qui peut être laissée aux collectivités locales dans la conduite des projets, parce que certaines collectivités se sont aujourd'hui organisées, capées, ont tous les éléments et que peut-être ils n'ont pas toujours besoin d'une chargée de mission ou d'un chargé de mission de l'ANRU pour leur expliquer comment ils doivent faire sur le territoire dans la mesure où ils respectent les grands objectifs qui leur sont assignés. Tout ça on le dit. Oui, si à côté d'un ANRU 3, les élus ne sont pas face à leur responsabilité d'avoir des vraies politiques de l'habitat pour ouvrir finalement l'ensemble de la ville à un droit à la ville pour toutes et tous,
Ça passe par les loyers, ça passe par la question des écoles. Moi, je suis à 200% sur ce que dit Renaud Epstein sur la question de la mixité, mais globalement, finalement, le seul problème de l'ANRU, c'est qu'on veut lui faire porter l'échec d'autres politiques publiques. On veut lui faire porter le fait que « Ah, mais vous ne faites pas assez de mixité dans les quartiers, etc. » Mais enfin, en fait, s'il n'y a pas d'offre abordable entre 6 et 8 euros du mètre carré ailleurs que dans les quartiers, en fait, les gens, ils vont où? Ils disparaissent, en fait. L'ANRU ne fait pas disparaître les gens. S'il y en a qui pensent encore, les gens ne disparaissent pas. Ils vont à un endroit. Enfin, voilà. Donc, si, à côté de ça, on a des collectivités qui... globalement, en se disant je fais l'ANRU, donc je fais ma part sociale, je coche la case sociale. Et ne vous inquiétez pas, notre ami maire qui n'est pas là aujourd'hui et qui est Alexandre Carasso, qui est plutôt de droite, ce qui me rassure, c'est qu'il dit la même chose que moi là-dessus. Donc, je veux dire, il n'y a pas de risque en se disant non, il manque la droite, là, ça va. On dit quand même à peu près la même chose, y compris avec des élus de droite. Et donc, si on fait porter à l'ANRU la responsabilité de l'échec d'autres politiques publiques et d'un manque de courage politique, c'est facile de vouloir tuer l'ANRU en faisant ça. Mais globalement, ce n'est pas à cause de l'ANRU si on ne produit pas du logement social ou très social dans des quartiers qui pourraient accueillir des ménages qui ont envie de bouger. Nous, on a parlé de droit à la ville, c'est-à-dire en disant cette question de est-ce qu'il faut faire partir, pas faire partir, est-ce qu'il y a un bon pourcentage d'accueil de ménages les plus fragiles, etc. On pense que c'est très compliqué, puis en plus, il n'y a pas de lien entre dangerosité et ressources des ménages. Donc, ce qu'on dit par contre, c'est que ce n'est pas possible d'assigner des gens à résidence. Donc, quand il n'y a pas de politique de l'habitat volontariste sur les territoires des agglomérations, en fait, l'ANRU, ça marche moins bien. Oui, d'accord. Bon, donc, mais ce n'est pas l'ANRU qui ne marche pas bien, hein, c'est le fait qu'il y ait des politiques de l'habitat qui ne fonctionnent pas. Quand, dans le même temps, et je parle de 20 ans, comme ça je cible aucun gouvernement, mais quand, dans le même temps où on a développé ces projets de rénovation urbaine, on a petit à petit, insidieusement, en fait, lâché complètement la politique de la ville. Enfin, moi, je veux bien qu'on continue à faire des colloques sur la politique de la ville, mais enfin, qui me dit aujourd'hui où vraiment il y a des moyens pour faire la politique de la ville? Moi, je le vois pas aujourd'hui. Je le vois pas. Alors, je veux bien qu'on aille challenger les bailleurs, Madame la Ministre, sur la TFPB. Parfait, si vraiment ça permet des évolutions sur ce que font les collectivités et ce que font les bailleurs. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a fait croire que l'ANRU allait régler les questions de sécurité, les questions d'éducation, les questions d'emploi, les questions de santé. Ben non, l'ANRU, ce qu'on lui a demandé, c'est de s'occuper du bâti, de s'occuper de l'aménagement des villes. On ne lui a pas demandé de traiter tout ça. Et si dans le même temps, vous coupez la quasi-totalité des moyens qui permettent de lutter contre les inégalités majeures en matière d'éducation, d'accès à l'emploi, de santé, en fait, ça ne marche pas. Et donc après, c'est facile, on dit non, mais l'ANRU, ça ne marche pas. Mais non, en fait, ce n'est pas l'ANRU qui ne marche pas. C'est le fait qu'à un moment, on s'est désengagé sur un certain nombre de sujets. Et le « on », il n'est pas l'État, hein, le « on », il est collectif, c'est-à-dire y compris les collectivités locales ont mis moins de moyens humains sur la question de la politique de la ville, plus sur l'ingénierie. Alors c'est vrai que du coup, pour faire les tableaux de bord de l'ANRU, c'est long et compliqué, donc il faut beaucoup d'ingénierie, Anne-Claire Mialot. Non, mais donc, du coup, on a mis beaucoup d'ingénierie sur ces projets-là, et moins sur la question du lien. Moi, j'ai un seul exemple, et pardon d'avoir été un peu long, mais on vient d'avoir une étude qui a été faite par ATD Carmonde sur le quartier Saint-Jean, qui est un quartier qui n'a pas été encore... Saint-Jean, c'est à Villeurbanne, c'est de l'autre côté du périph', c'est l'équivalent de... Enfin bon, peu importe, c'est de l'autre côté du périphérique. Quartier en rue, pas encore traité. Eh bien, finalement, les évolutions majeures sur ce quartier, elles ne sont pas liées à l'intervention du bailleur en matière de réhabilitation, elles sont liées à un truc, c'est territoire zéro chômeur, 150 personnes sur 400 qui étaient en chômage de longue durée, 150 personnes en CDI, et d'un seul coup, les récits des enfants à l'école changent. D'un seul coup, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ATD Carmonde dans une monographie de plein de classes. Et le seul truc qui a changé l'ambiance du quartier à Saint-Jean, parce que l'ANRU n'est pas encore là, c'est que maman, elle travaille. Et que du coup, il ne se passe pas la même chose dans le quartier, parce qu'il y a 150, c'est beaucoup des femmes qui ont été embauchées sur ce territoire-là, pour des questions... que vous connaissez notamment d'accès à l'emploi lié à la discrimination sur le port du voile. On peut en penser ce qu'on en veut, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. La plupart d'entre elles n'avaient jamais pu accéder à un emploi. Là, c'est possible. Et bien, d'un seul coup, il se passe des choses. Il se passe des choses à la maison, il se passe des choses dans le quartier, il se passe des choses à l'école, et les enfants, ils sont capables de le dire. Donc, ça doit nous interpeller. Donc, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est tous en phase avec le fait qu'il faut continuer à traiter ces quartiers? Ça s'appelle l'ANRU 3. Et est-ce qu'on est tous d'accord pour ne pas faire porter à l'ANRU le seul
échec d'un certain nombre de politiques publiques par un manque de volonté commune entre les collectivités et l'État. Si on ne se met pas d'accord sur ces deux questions, dans 20 ans, on se retrouve presque tous et on se dira la même chose. Merci. Alors ça, c'est pour le cadre général. Il n'empêche que sur l'ANRU 3, et je ne doute pas que toutes les personnes ici présentes aient effectivement lu le rapport et s'en soient nourries, néanmoins se pose la question de ce qu'on fait de cette ANRU 3 et quelle politique on adresse plus particulièrement. Il y a la question du périmètre aussi. J'ai plusieurs questions justement sur notamment la question de la transition écologique, l'adaptation au changement climatique, comment l'ANRU 3 peut répondre précisément à ces questions. Emmanuel Cos, peut-être dans le parc social, vous avez commencé à travailler avec les bailleurs sociaux pour identifier les quartiers qui seraient intéressants de traiter dans un futur programme de rénovation urbaine. Est-ce que ces critères d'adaptation au changement climatique, d'école, de sécurité, est-ce que c'est des choses qui ressortent dans le diagnostic que vous avez fait des quartiers que vous avez identifiés ? Alors en effet, l'USH a conduit une étude qui est présentée, je crois, cet après-midi. En fait, on estime, et c'est une étude qui demanderait justement à être travaillée avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il y a des besoins de renouvellement urbain dans 400 quartiers, mais spécifiquement pour vraiment parler de rénovation urbaine à l'échelle ANRU, dans 282 quartiers. Et là, c'est pour notre point de vue de bailleurs sociaux, parce que je n'oublie pas qu'il y a en plus des quartiers où il n'y a pas de logement social et qui auront des besoins immenses, notamment pour de la résorption d'habitat insalubre et copro dégradé. Il y a plusieurs choses qui reviennent dessus. C'est apporter une qualité d'aménagement que ces quartiers n'ont jamais connue, parce que l'ANRU, c'est aussi réparer la pauvreté de certains quartiers dans leur conception. Je ne parle pas de la pauvreté des gens, je parle de la pauvreté dans la conception. Il y a des tas d'enjeux à poursuivre, évidemment, sur la reprise des bâtiments et la réhabilitation, avec, en effet, il y a deux enjeux majeurs dans ces quartiers. C'est ce qu'a dit Renaud sur le rendre ces quartiers vivables. On n'est plus dans l'adaptation. Quand vous êtes dans des métropoles, je pense à Lyon, où on rappelle, enfin la métropole de Lyon rappelle que si cette ville ne s'adapte pas, elle sera invivable d'ici 25 ans. Ne croyez pas que ce qui se passe au centre d'une métropole, ça ne concerne pas le QPV qui est à 100 mètres ou à 500 mètres. Et c'est le cas dans beaucoup de nos territoires qui n'ont pas été conçus pour accueillir autant d'augmentation de température, mais aussi les enjeux d'inondation, gonflement des argiles. Tout ça, c'est notre quotidien aujourd'hui. Donc ces quartiers en ont particulièrement besoin, d'autant plus qu'on a quand même un sujet sur lequel je pense on n'est pas encore très bon en ANRU comme en général dans la rénovation, c'est le traitement des quartiers avec dalles. Et, oui, mais tout le monde baisse les yeux. Mais moi, j'adore ce sujet parce qu'il faut bien qu'à un moment, on arrive à trouver comment traiter ces quartiers qui sont quand même encore là. Et nos immeubles de grande hauteur en QPV, qui sont quand même un sujet, et moi j'appelle quand même que ces deux sujets, on les regarde précisément. Mais donc, l'adaptation au climat et à rendre ces quartiers vivables. 2, le vieillissement de la population et comment on aide à construire un avenir de ces quartiers populaires qui permettent de bien loger ces habitants d'aujourd'hui, qui sont vieux et qui vont rester dans ce quartier et qui ont donc besoin que les services viennent à eux et ce n'est pas eux qui viennent à ces services. Donc ça veut dire aussi une mutation des bâtis, mais aussi que des jeunes puissent s'installer dans ces quartiers parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, c'est un quartier qui va dépérir. Donc tout ça a été évidemment travaillé, puis il y a évidemment plein d'autres choses. Je ne veux pas faire comme Cédric et vous renvoyer dans les cordes totalement, mais je suis obligée, à la place où je suis aujourd'hui, de vous dire quand même dans quel sentiment de gravité on parle. Moi, je le dis sincèrement à tout le monde, si c'est que pour ces 2 journées, ça soit le rendez-vous de la lâcheté et de l'abandon, ça sera sans moi. Moi, j'attends des choses de ces journées. J'attends des choses du discours conclusif qui a lieu demain. Et qui est assez simple. Annoncer une mission de préfiguration pour la poursuite de la politique de rénovation urbaine avec un 3e programme de rénovation urbaine. C'est aussi simple que ça. Et si je le dis maintenant, c'est que il y a eu un travail formidable qui a été fait à l'occasion de ce rapport porté par Anne-Claire Mialliot, Cédric Van Sivendel et Jean-Martin Delorme. Il y a le plaidoyer que fait le président Vergrit. Mais on est quand même dans un moment un peu dingue. On essaie tous et on porte la finalisation du NPNRU, donc le 2e programme. Aujourd'hui, les 2 principaux financeurs sont au rendez-vous. Celui qui ne l'est pas, c'est l'État. Où en fait,
on aborde tous le débat budgétaire à venir avec difficulté parce que si on n'obtient pas les budgets nécessaires, on sera en défaut de trésorerie l'année des municipales. Et je le dis ici devant toutes celles et ceux qui représentent les collectivités locales, vous savez ce que ça veut dire. Mais le comble quand même, c'est que c'est celui qui n'est pas au rendez-vous du financement qui actuellement nous fait danser sur l'incapacité à dire qu'on a besoin de poursuivre cette politique. Et moi, je le dis sincèrement, je le refuse. Je le refuse en tant que représentante des bailleurs sociaux, qui quand même jouent un rôle énorme dans ce programme. Je le refuse aussi pour ce que j'ai été par le passé en tant que ministre ou en tant que vice-présidente à la région Île-de-France, qui est la collectivité qui a le plus investi sur ces programmes. C'est quand même fou, en fait, qu'on nous renvoie. Alors, soit on nous dit, il faut discuter du budget. Moi, je fais de la politique. Je pense qu'il faut commencer par discuter de quelle politique nous voulons à l'aune de ce que vous dites, comment elle évolue, comment on fera changer les choses, mais qu'on ait cette discussion maintenant. On ne demande pas, on ne met pas en effet un couteau sous la gorge à tout le monde, on a besoin de temps pour penser et pour travailler. Et parce qu'on est des gens républicains, pour le moment, nous attendons que l'État nous donne le go. Mais moi, je vais vous dire les choses assez franchement. Si en fait, on n'a pas ce go, moi, en tant que représentante de l'USH, je proposerai au conseil d'administration de l'ANRU, dans une prochaine instance, qu'on se saisisse d'une mission de préfiguration qu'on ne veut pas nous donner. En fait, c'est ça aujourd'hui la question. Je ne peux pas... Et je le dis parce que, en tant que représentante des bailleurs sociaux, on a un rôle à jouer qui est immense, on a une responsabilité qui est immense, puisque nous sommes présents dans tous ces quartiers et à plus de 2/3 de ces quartiers. Nous représentons nos locataires, et moi je ne peux pas laisser penser que nos locataires vont être mis de côté. Et surtout, mais comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui qu'on nous laisse comme ça planer? C'est grave en fait ce qui est en train de se passer. Et si aujourd'hui le gouvernement ne veut pas d'une poursuite, dans ce cas-là qu'il aille devant le Parlement. Dans ce cas-là, qu'on ait un débat avec les parlementaires qui ont décidé il y a plusieurs années du second programme. Allons discuter au Parlement et ayons un arbitrage politique. Mais pas ce truc-là où en fait on est en train de nous endormir. Moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Je le dis avec un sentiment de révolte parce qu'en fait, je suis très inquiète. Je le suis assez rarement, malgré tout ce que les bailleurs sociaux vivent depuis 8 ans. On essaie quand même de se redresser à chaque fois. Mais là, sincèrement, ce qui est en train de se jouer, ça ne va pas. Et je le dis devant la ministre Méadel, mais en fait, ce n'est pas sur elle que je veux faire porter la responsabilité. Mon adresse, elle est bien au Premier ministre aujourd'hui. Elle est bien au Premier ministre et je pense qu'il faut que maintenant tout le monde se rende compte de ce qu'il est en train de se jouer. Et je vais vous dire, si on n'est pas capable de dénouer là, le problème actuel sur l'ANRU, ça veut dire que sur les autres sujets que nous pouvons porter, l'application de la loi SRU, la production d'un logement abordable sur tout le territoire, l'adaptation de nos territoires au changement climatique. Comment voulez-vous que ces autres politiques avancent si en fait à chaque fois on est comme ça livré à nous-mêmes? Donc moi je suis aujourd'hui dans une position d'attente, mais en même temps je vais vous dire je ne me laisserai pas faire là-dessus. Moi je pense qu'il y a un intérêt à défendre une action publique autour d'une agence qui permet que toutes les règles soient les mêmes pour tout le monde, que les collectivités locales, riches ou pauvres, puissent bénéficier des mêmes moyens, de la même intelligence, de la même aussi parfois raideur des règles de financement, mais tout ça on peut en discuter. Mais en tout cas, aujourd'hui la rénovation urbaine c'est une politique publique. Ce n'est pas une politique à la découpe où chacun choisit ce qu'il fait. Et c'est aussi ça qui nous a permis de réussir. Je veux le dire parce que moi-même, il y a 20 ans, dans d'autres fonctions, j'étais assez critique sur l'idée de l'agence, sauf que quand même, je l'ai vu, dans des moments politiques pas très clairs, le fait qu'on ait une agence nous a permis de tenir, d'avancer tout le temps. Donc, pour une fois, merde, qu'on a des trucs qui fonctionnent, qui sont efficaces, mais moi, je n'attends que de l'impulsion de la part de l'État et pas le fait que chacun se cache là en se demandant qu'est-ce qu'il va dire parce qu'il a peur de son voisin. Et je le dis sincèrement parce qu'ici, il y a quand même des parlementaires. Si la question n'est pas portée, il faut qu'elle le soit au Parlement. Nous avons signé avec l'USH et l'ensemble des associations d'élus un communiqué ce week-end qui défend ces positions. Je le dis parce que nous avons quand même, je crois, réuni, et je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'AMF, la PVF, les villes de France, France Urbaine, et là je vais en oublier, mais que vous ne me détestez pas pour ça. Tous les élus se sont engagés là-dessus. Il faut l'entendre cette voix. Cédric l'a dit, ce n'est pas une question de gauche, de droite, de majorité. Les élus locaux ont besoin d'une vision et d'un avenir pour cette politique de l'ANRU. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui,
Moi, je ne veux pas que les gens fassent chacun sur leur boutique. En tout cas, moi, ce n'est pas mon point de vue. Et je vais au-delà de mon mandat de l'USH, mais il est hors de question qu'on soit chacun boutiquier à défendre ses propres intérêts. Il y a vraiment un intérêt pour la République aujourd'hui à ce que les gens entendent ce signal. Donc je le fais ici, je le referai demain. Mais il faut comprendre qu'une fois qu'on aura ce go-là, on peut après discuter de toute la dimension. On peut discuter, y compris de réformer plein de choses. Mais vous imaginez bien que moi, je me refuse, comme Cédric, à rentrer dans ces détails-là, tant qu'en fait, on n'a pas une clarté sur l'impulsion qui va être donnée. Cette impulsion, la dernière fois, elle a commencé à être donnée en 2011, puis après en 2012. Et il nous a bien fallu ce temps-là avant de faire la loi Lamy de 2014. Donc, si je le dis quand même, c'est qu'il faut se rendre compte qu'on a besoin de ce temps, parce qu'on est des gens modérés, intelligents, et qu'on a besoin justement d'étudier, d'analyser. Mais le politique aujourd'hui ne peut pas nous enterrer par lâcheté. Merci. Renaud Epstein. Alors peut-être que vous allez moins faire une adresse à la ministre présente, mais quand même, j'ai une question justement qui était sur comment on fait pour que ce soit un projet politique fédérateur. On a bien vu l'adresse de Cédric Vos-Séméndel et Emmanuel Cos au gouvernement, à la ministre présente et plus haut au Premier ministre. Comment, de votre point de vue, on peut faire justement que ce projet soit fédérateur et qu'on dépasse les égoïsmes dont on a parlé tout à l'heure locaux, le côté très arc-bouté de certaines parties de l'échiquier politique sur le fait qu'il ne faut pas mettre de l'argent dans les quartiers, et comment on fait en sorte qu'il y ait un mouvement fédérateur qui vienne à l'appui des acteurs qui sont aujourd'hui sur scène. J'ai évidemment pas la baguette magique, mais bon, quand on se met quand même en perspective historique et qu'on voit, on fait le bilan d'un peu de 20 ans, les termes du débat politique ont radicalement changé. Il y a eu la construction politique, médiatique, d'une mise en opposition entre différents types de territoires. Alors, la France périphérique, les métropoles, bon, il y a de multiples qualifications. Et cette mise en opposition qui s'est par ailleurs prolongée par une mise en imputation par l'extrême droite et une partie de la droite, y compris de la droite gouvernementale, qui vient imputer. Non pas simplement on oppose les difficultés, on dit on en met trop dans les quartiers et on n'en met pas assez pour les petites villes et les rurales, mais on se met à expliquer un supposé abandon d'une certaine France par une sollicitude trop forte pour une autre France. Or, voilà, cette mise en opposition, on est en train de mettre en opposition des territoires qui partagent un certain nombre de symptômes communs de délaissement, et qui, il faut bien le reconnaître, cette mise en opposition, elle a été politiquement extrêmement efficace. Elle a marqué le débat et elle a tétanisé les gouvernements successifs qui ont été de plus en plus dans l'incapacité d'afficher la réalité de ce qu'étaient les enjeux et la réalité de ce qu'ils faisaient pour la politique de la ville et pour la rénovation urbaine. Alors comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça? On veut dire les choses clairement, encore plus clairement. Tant qu'on n'arrivera pas, tant qu'on ne sortira pas de cette mise en opposition entre les quartiers, la France des tours, la France des bourgs, les quartiers, les périphéries, etc., la France périphérique, tant qu'on ne sortira pas de ça, on est mort, on n'y arrivera pas. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler le contexte politique et les perspectives politiques pour que vous preniez la mesure de ça. Donc si on veut rendre possible ce qui est appelé de ses voeux par, je pense, tout le monde sous cette nef, la première condition, c'est peut-être aussi de rendre compte, non pas du fait il faut en faire plus pour les quartiers pauvres, parce qu'aujourd'hui, ce message, il est inaudible, et il est inaudible. Pourquoi? Parce que quand on dit quartier pauvre, quand on dit cité, personne ne pense quartier pauvre, personne ne pense cité, tout le monde pense noir et arabe. Et que la question de la mixité sociale, c'est pas ça, c'est la question derrière de la ségrégation raciale qui est à l'œuvre dans ce pays. Mais j'ai envie de dire que lutter contre ça, on pouvait l'envisager dans certains termes il y a 10 ans, il y a 20 ans, dans un contexte qui est celui de la France de 2025. J'ai envie de dire que malheureusement, c'est mon constat et j'espère vraiment me tromper, abordé comme ça frontalement, on a perdu. Donc comment est-ce qu'on peut dépasser ça? C'est en montrant que faire une politique de renouvellement urbain, c'est pas simplement faire une politique pour les personnes racisées de Seine-Saint-Denis. Et il ne suffit pas, comme ça a été un peu une intuition, de remettre dans la géographie prioritaire Auch, Mende, et on va dire, ouais, regardez, hein, la rénovation urbaine, c'est pas que le 9-3, c'est aussi le Gers. Là, tout le monde, le Gers, ça sent bon la France éternelle et le rugby et le cassoulet. Mais ça suffit pas, ça marche pas. Et l'ANRU peut bien dire dans tous ses flyers, oui, on fait de la rénovation urbaine, 400 quartiers, là-dedans, il y en a tant de pourcents, c'est des petites villes.
Ça ne marche pas. Il faut, en revanche, je pense, séparer, en faire une politique d'aménagement du territoire et arrêter ce cloisonnement mortifère des politiques territoriales qui va faire qu'on a d'un côté la rénovation urbaine, d'un autre côté petite ville de demain, d'un autre côté action cœur de ville, d'un autre côté village d'avenir, centre-bourg du futur et je ne sais quoi, avec par ailleurs un programme qui est porté, structuré et des programmes à côté, c'est un carnet de chèques avec pas beaucoup d'argent derrière et pas d'orientation. Bon, les maires sont contents qu'on leur fait des chèques. Et donc, c'est de montrer, de penser une politique d'aménagement du territoire, une politique de renouvellement urbain qui dépasse ces divisions, une politique de renouvellement urbain qui marche aussi bien pour les QPV des métropoles que pour des QPV d'autres villes, mais qui concerne aussi des centres-bourgs de villes moyennes ou de petites villes en déclin. Et de ce point de vue-là, alors il y a peut-être des architectures budgétaires différentes à penser, mais dans la perspective budgétaire qui est différente, c'est aussi se dire une chose, c'est que l'ANRU, certes, c'est avant tout de l'argent. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une capacité de pilotage d'une politique publique, une capacité de production d'expertise, de capitalisation, de mise en circulation d'expérience qui, aujourd'hui, n'existe plus dans l'appareil d'État. Et je crois que dans le contexte d'agence bashing qu'on connaît là, il faut bien prendre conscience d'une chose. Moi, j'ai été très critique contre l'agencification de l'État début des années 2000, dans un contexte où l'État local, l'administration déconcentrée de l'État, existait et qui avait une connaissance fine des territoires. Moi, j'ai connu une époque où, quand on allait dans l'arrondissement de la DDE du Nord, on se retrouvait avec un ingénieur d'arrondissement, Patrice Vergrit, qui avait quand même un peu d'expertise, de connaissance du territoire. Maintenant, je vais dans une DDT, dans une DDE, je suis désolé, j'ai le plus profond respect pour l'État local, mais ça sent la mort dans les couloirs de l'État local, il n'y a plus personne. Non, mais c'est horrible, et les fonctionnaires territoriaux sont les premiers à en souffrir. Et qu'est-ce qui reste? Il reste quelques préfectures avec des préfets qui, pour certains, il y en a des biens, hein, même dans la préfectorale, mais je veux dire qu'ils sont droits dans les bottes à appliquer des circulaires. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on construit des politiques territoriales face à la complexité et la diversité des enjeux territoriaux. Et de ce point de vue-là, moi, je sais que ça fait rire certains de mes camarades, mais je défends l'ANRU. Je défends l'ANRU parce que constituer aujourd'hui, dans la France de 2025, face à l'extrême diversité des capacités politiques locales, je veux dire, la ville de Nantes qu'on a vue tout à l'heure, Rennes, la métropole de Lyon, elles n'ont pas besoin de l'expertise de l'ANRU, franchement, ni de personne. L'ANRU a besoin de l'expertise de Nantes, de Rennes, etc., pour trouver des modèles, des expérimentations, etc. Par contre, à Forbach, à Vesoul, à Mende, à Gourdon, dans le Lot, ville chère à mon cœur où je travaille, s'il n'y a pas aujourd'hui une capacité d'appui, d'accompagnement venant de l'État, il y a une incapacité à même se saisir des programmes de l'État. Or, aujourd'hui, l'État local n'est pas en capacité de le faire, et ce n'est pas en mettant un pauvre chef de projet village d'avenir ou un pauvre chef de projet petite ville de demain dans une administration que ça va changer. Donc, il faut aujourd'hui maintenir cette capacité d'action là où il en reste un peu. Et franchement, où est-ce qu'il en reste? Il n'y a plus beaucoup d'endroits au sein de l'État où ça existe. Et construire une capacité technique, construire une organisation, ça met, allez, 10 ans. Et de ce point de vue-là, encore une fois, moi je pense que l'ANRU aujourd'hui, c'est vraiment pas l'ANRU d'il y a 20 ans. Parce que y a eu de l'apprentissage organisationnel. Donc voilà, je sais que c'est très dur pour le politique, je connais les contraintes du politique, mais aujourd'hui l'enjeu c'est de penser dans le temps long. C'est de penser comment on va créer les conditions pour que un PNRU 3 s'amorce peut-être opérationnellement dans 5 ans ou dans 4 ans, et donc que les orientations elles aient été pensées dans les 2 prochaines années, et que le montage financier et les montages des opérations sont dans les 2 prochaines années. Mais vraiment, on est dans ce moment clé et dans cette perspective du temps long. Mais je ne sais pas du tout ce quelle était votre question, hein. Je suis parti. Si, mais vous y avez répondu parfaitement. Merci beaucoup. Cédric Van Stevendel, je vous redonne la parole pour un mot de conclusion. Il nous reste 1 minute 45, très précisément, puisque la ministre, son agenda est également compté, puis après il y a tout le reste de la journée. Un mot de conclusion peut-être sur cette politique d'aménagement plus globale qui figure toujours dans le rapport que tout le monde a lu, bien évidemment. Non, mais pardon si je vous ai semblé un peu brutal, mais en fait, et j'en suis désolé, mais j'ai une vraie inquiétude. Et donc si je me suis permis d'aller rapidement, c'est parce que on a juste besoin de passer quelques messages et ensuite le reste, on peut lire le rapport. Sur la question de l'élargissement, donc on nous avait demandé de regarder tous les thèmes possibles pour que l'ANRU se positionne, depuis la question du retrait de côte, sur la question du gonflement de l'argile, etc. Qu'est-ce qu'on dit dans le rapport?
la priorité, ça reste les QPV. Ils concentrent toutes les difficultés. Donc on ne peut pas se dire, attention, l'ANRU s'occuperait trop de certaines populations, ce n'est pas égal par rapport aux autres difficultés. Par contre, on dit aussi, oui, l'ANRU, de par l'expertise qu'elle a développée depuis 20 ans, avec les collectivités, et Renaud Epstein a raison, enfin, je pense qu'il y a des collectivités aujourd'hui qui ont... ça a mis en démarche plein d'acteurs, des habitants, des collectivités, des associations, l'État, et ça a été aussi un fruit extrêmement important. Donc cette méthode, elle peut servir. Aujourd'hui, il y a 5 axes vraiment, 5 priorités. La question des copros, alors c'est sûr qu'en parallèle, on suit avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe du côté de l'ANA, sur les moyens, enfin bref, donc je ne vais pas rentrer dans le débat, on va penser que je suis venu que pour polémiquer, mais vraiment, il y a les signaux, ils sont pas bons. Donc, si je réponds pas toutes vos questions, c'est parce que pour moi, les signaux, ils sont pas bons et que des fois, il faut répondre à d'autres questions avant de répondre à certaines questions. Donc, les copros, que ça soit les 20% des 750 000 copros en difficulté ou les 400 000 logements dans l'habitat, logements indignes dans l'habitat privé qui ont été identifiés par le rapport Hanotin-Lutz. Deuxième enjeu, les quartiers anciens dégradés, en déprise, etc. Et là, on parle de politique, mesdames et messieurs. On a fait un déplacement, moi, qui m'a marqué, Saint-Gilles, pas Saint-Gilles, voilà, Saint-Gilles, près de Nîmes. Le RN gagne, un élu de droite reprend. Pendant 10 ans, il transforme et il fait reculer le RN, parce qu'il a donné à voir qu'il n'y avait pas d'impuissance du politique à retrouver un village, une ville qui accueille les gens, propose de l'activité, a un projet, se projette, aide les gens à se penser demain. Ce que disait Nathalie sur le logement, c'est ce qui me permet de me projeter dans la société. Tissu pavillonnaire, entrée de ville, certains appellent ça la Franche-Moche. Donc voilà les grands enjeux. Et puis le dernier, mais on n'a pas été très courageux. Cela dit, on a bien fait, parce que si jamais on l'avait mis dedans, on s'en serait servi pour nous dire que de toute façon, ce n'était pas possible de faire un ANRU 3, parce que voilà, c'est la question du risque climatique. Et là, nous, on renvoie à une mission, non pas de préfiguration de l'ANRU, mais on dit, sur la question du risque climatique, l'État a vraiment intérêt de commencer, et il l'a déjà fait, bien sûr, mais en tout cas, ça croise des risques assurantiels, ça croise des enjeux financiers, mais qui sont sans commune mesure avec le pauvre petit milliard qu'on peut demander à l'État pour lancer un 3e programme de l'ANRU. Donc voilà, donc ça, on l'a un peu décalé. Par contre, sur les autres, on dit que l'ANRU peut amener de l'expertise. On nous avait dit de ne pas toucher aux agences. Alors, nous, on n'a pas compris pourquoi il ne fallait pas toucher aux agences pour qu'ensuite on défonce les agences en disant qu'on n'en avait plus besoin, parce que du coup, on a respecté la consigne des 3 ministres, on n'a pas touché aux agences, on n'a pas dit que peut-être l'ANA, l'ANRU, ils pouvaient... Enfin bref, on n'a rien dit. Ni que la NCT, on pouvait se poser des questions, vu ce que j'ai dit sur la politique. On n'a rien dit dans le rapport, parce que je n'avais pas le droit de le dire, donc j'ai rien dit. Mais... si on nous empêche de dire des trucs pour ensuite dire qu'on a trop d'agences dans ce pays et qu'il faut toutes les bananer, alors que, vraiment, écoutons quand même les élus, parce que les élus, nous, on est tous un peu, on a 2 cerveaux. On a un cerveau quand on s'exprime pour essayer de se faire entendre, et puis ensuite, il y a la vraie vie. Donc, tous les élus, ils disent, l'ANRU, vraiment, vous êtes trop, avec vos tableurs Excel et tout ça, c'est trop compliqué, vraiment, gna gna. Puis ensuite, quand on va les voir en disant, du coup, c'est ton seul problème, en fait, les tableurs de... Bah ouais, parce que sinon, c'est quand même classe, quoi. Je peux transformer ma ville, je peux faire venir des transports en commun. Voilà, donc on peut être critique, mais au fond, on a l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un certain nombre de dispositifs. Et quand vous les interrogez sur l'ANA, sur l'ADEME, sur l'ANRU, moi, je ne connais pas d'élus aujourd'hui qui veulent les démonter et qui veulent faire en sorte qu'elles ne soient plus là parce qu'elles nous sont utiles sur les territoires. Et donc, on sera aussi en défense là-dessus. Donc, on peut élargir, il faut le faire avec les collectivités et avec les agences. Ensuite, on laissera le gouvernement décider de ce qu'il veut faire de ces agences, mais globalement, il y a certainement de la mutualisation, peut-être du chef de fila à positionner en fonction des objets et en fonction des agences. C'est ce qu'on a à peu près développé dans le rapport sur la question de l'élargissement et sur la question des acteurs. Vous voyez, j'ai répondu à votre question quand même. Finalement. Merci beaucoup, merci à vous 3. Merci à vous pour vos interventions dans la salle.